Bonjour, aujourd'hui un nouvel épisode de notre mini-série Voir les électrons. Épisode 7, Interaction faite. Alors, en fait, là nous allons voir comment le Laplacien et l'étude de la densité électronique dans le détail va nous permettre de comprendre un peu mieux une interaction faible entre atomes. Et c'est un épisode qui est cher à mon cœur, entre guillemets, parce que j'ai repris mes tout premiers travaux de licence et j'ai réutilisé en fait des théories récentes à IM pour les réinterpréter. Alors je vous replace dans le contexte. C'était il y a quelques années déjà. Et je commençais mon stage de licence et de maîtrise avec Nuria Gallego Planas, qui a été en fait ma formatrice en chimie théorique. Et on a travaillé avec Pierre Frère à l'université d'Angers sur des dérivés de thiophène. Donc les thiophènes sont des cycles 5 avec un soufre, là ici, et de dithiolène, ici. Alors, c'est une chimie classique de l'université d'Angers. Et en fait, ce qui se passe, c'est que là, ici, autour de cette liaison, il peut y avoir une rotation. Donc potentiellement, le soufre, il peut être là, ou il peut être à la place de l'atome 4. Et l'atome 4 pourrait être là. Ce qui veut dire que ici, celui-ci qui a une liaison H, il pourrait y avoir un hydrogène ici. Et donc, est-ce que c'est le soufre avec l'hydrogène, ou est-ce qu'il y a ce qu'on appelle une interaction soufre-soufre? Et s'il y a une interaction soufre-soufre, est-elle forte? Et y a-t-il en fait une incitation à la cristallisation, ce qu'on appelle donc en anglais la crystallization driving force, une force qui amène à une cristallisation sous cette forme-là. Et donc c'était mes tout premiers travaux de licence, c'était il y a déjà un moment. Et donc je découvrais la chimie théorique, j'aimais déjà beaucoup l'informatique, et ça a été un moment très important pour après le choix de ma carrière plus tard. Il s'avère que Noria est décédée d'un cancer, malheureusement beaucoup trop tôt, et lors d'un hommage, d'une journée hommage, en fait, j'avais repris ces travaux-là et j'ai utilisé donc l'analyse de la topologie, ce que je vous ai présenté lors de l'épisode 2, avec la densité, le gradient, le Laplacien, pour essayer de réinterpréter les travaux que j'avais trouvés à l'époque. Et donc, dans l'idée, en fait, je suis allé regarder la densité électronique de ce genre de composé. Donc, je vais vous la représenter là. Donc, on voit bien. Donc, cette fois-ci, là, c'est la densité, hein. Il y a pas de dépression de concentration, d'accord. Donc, il n'y a que des traits pleins. Et on a des fortes concentrations près de chacun des noyaux, sauf bien sûr pour les hydrogènes où il n'y a pas vraiment de concentration puisque tout l'électron de l'hydrogène participe en fait à la zone de valence. Et on a une densité qui est de plus en plus faible dès qu'on s'éloigne des noyaux. Donc on voit un peu les chemins de liaison, déjà on aperçoit qu'ici il y aura probablement des concentrations et un peu des dépressions ou les zones les plus faibles. Et ici, je montrais ici par exemple qu'à arriver à une concentration de 1 centième d'électron par bord au cube, par volume, en fait ça correspond au rayon de Van der Waals en chimie. Au-delà de ça, il y a tellement peu de densité électronique qu'il n'y a plus d'interaction en fait. Euh, voilà. Alors, quand on va regarder le gradient, c'est-à-dire qu'on va faire la pente, donc hein, on a déjà discuté de ça, c'est-à-dire que si on était à ski et on part d'une montagne ici d'une concentration à une autre, à un moment donné, on passe par un plat et on remonte, donc un col, et donc ici on aura une zone où la pente est nulle dans cette direction-là. Et il s'agit donc ici du point critique de liaison. Et on peut tracer les différents chemins de liaison et points critiques de liaison. Donc, je dessine les gradients. Et on voit apparaître effectivement des points bleus, là, soufre, carbone, 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 hydrogène. Donc tout ça, c'est normal. On voit apparaître aussi des points jaunes. C'est-à-dire que là, ici, la pente est nulle et elle arrive à une zone où elle est minimale pour tout. On n'a pas encore parlé de ce point critique, on va en fait rediscuter de ça. Et ce qui est intéressant, c'est de voir qu'entre le soufre et le soufre, où il n'y a pas de liaison, il y a un point critique de liaison. C'est-à-dire qu'effectivement, là, comme il y a un maximum, la densité, elle est là, puis après, elle part dans cette direction, vers le haut,
Et là, il y a donc eu toute une zone où la densité est nulle. Donc on a bien un point critique, qui apparaît comme un point critique de liaison alors qu'il n'y a pas formellement de liaison. Mais peut-être qu'effectivement, il y a donc peut-être une interaction. Alors, d'après vous, quel est ce point critique jaune? Eh bien en fait, c'est un point critique de cycle, c'est-à-dire que dès qu'on se retrouve au centre d'un cycle, à un moment donné, la densité, elle va former une cuvette, elle sera à son minimum, et on a donc un point critique de cycle. Alors en anglais, le point critique ou point cell se dit saddle point, d'accord, critical point, et c'est un point cell, d'accord. Et donc le BCP, c'est bond critical point, donc c'est point critique de liaison. Et RCP pour ring critical point. Et donc on voit ici qu'entre nos deux soufres, on a bien une interaction. On va utiliser donc le Laplacien. Cette fois-ci, je suis allé dessiner le Laplacien. Alors, c'est pas l'opposé. Donc, pour cette image-là, les traits pleins sont des dépressions et les traits pointillés sont des concentrations. Alors, en fait, au passage, c'était un exercice. J'avais fait un exercice où je demandais à mes étudiants qu'est-ce que c'est qu'un Laplacien, quel type d'informations on peut obtenir de ce genre de figure, et par rapport aux conventions qu'on a étudiées en cours, il y a un changement, laquelle? Et donc l'étudiant qui avait bien compris était capable de dire, ben, par rapport au cours, les concentrations, ils étaient en très plein et les dépressions en pointillé, et ici c'est l'inverse. Ceux qui avaient correctement compris le cours n'ont pas eu de problème pour ce genre de choses, mais certains sont assez vite déstabilisés. Ce qui permet de vérifier, de tester un petit peu si la personne elle n'a pas juste appris par cœur sous une forme de mémoire photographique. Et dès que l'information est présentée légèrement différent, elle est déstabilisée et perd tous ses moyens. Alors le but c'est pas de vous déstabiliser, c'est de vous former à ça, de mettre en avant des lacunes dans votre façon d'apprendre pour que lors d'examens terminaux, ça ne vous arrive pas. Ou de concours, ce sera encore plus important. Donc là ici, qu'est-ce que l'on obtient dans ce genre de figure? On voit, à la suite de l'épisode précédent, des concentrations ici, avec des zones plus concentrées que d'autres, etc. Donc peut-être ici, donc là une double liaison. Ici on a une zone de concentration qui ne part pas vers un autre atome, donc plutôt un doublé, d'accord. Donc on voit bien, hein, à chaque fois, on remarque d'ailleurs les soufres et les carbones, on a ici là ici, on a une concentration, une dépression concentration, donc le soufre il est en dessous de l'oxygène, donc effectivement sa couche de valence c'est la couche N est égal à 3, et donc on a des 3S et des 3P. Et donc ici on a donc des bassins de dépression, ou des zones de dépression, des zones de concentration, effectivement en anglais bassines. À partir de là, ce qui se passe c'est que le point critique ici de liaison est dans une zone de dépression. On avait vu ça pour le fluor notamment. C'est-à-dire que c'est pas forcément un échange fort, une interpénétration forte de densité électronique. On a plutôt au contraire en fait un peu de densité électronique. Et ce qui se passe, c'est que les doublés ne pointent pas l'un vers l'autre, mais l'un dans cette direction-là. Et quand on regarde en fait la couverture électronique, on a un peu comme des delta plus avec des delta plus, puisque le delta moins serait là. Et en fait, on aurait un delta moins avec un delta plus, ou en tout cas une zone de dépression électronique avec une zone de dépression. Et cette zone de dépression avec la zone de dépression, finalement, limite la quantité de répulsion internucléaire et permet à une interaction entre deux espèces qui formellement ne voulaient pas trop interagir de densité électronique, de mettre suffisamment de densité électronique dans la zone liante et de faire tenir une interaction. Alors l'interaction en fait elle est faible, c'est pas une vraie interaction covalente. Mais on voit bien qu'ici, en fait, on arrive à comprendre qu'il y a bien une interaction soufre-soufre. Et on pourrait regarder la quantité de liaison, d'accord, qu'il y a au niveau du point de liaison et comparer. Et donc c'est exactement ce que j'ai fait dans l'autre forme, c'est-à-dire la forme où c'est le CH. Quand on prend l'hydrogène, eh ben, l'hydrogène n'a pas de doublé, mais en fait il est quand même dans une direction à peu près, on va dire,
avec un angle avec le doublé du soufre, et il y a aussi un point critique. Ce point critique a par contre une quantité de densité qui est beaucoup plus faible. D'une part parce que l'hydrogène apporte moins d'électrons, mais aussi parce que l'interaction est moins forte. Dès lors, effectivement, l'interaction soufre-soufre aura tendance à favoriser une forme où les deux soufres sont côte à côte, d'accord, dans la même direction, et qui justifie pourquoi on obtient celle-ci en majorité dans les formes cristallines. Mais pas que. Alors, cette interaction, en fait, comme ça, je ne suis pas le premier à l'avoir observée. D'ailleurs, en fait, Bader, dont je vous ai parlé de Richard Bader, dans les années 80, c'était lui qui avait popularisé ce genre de méthode. Il avait justement justifié l'interaction entre certains hydrogènes, alors que souvent on dit, eh bien, les deux hydrogènes en fait vont se gêner, il va y avoir un effet stérique, un encombrement stérique qui fait que ça devrait se déformer, mais il justifiait qu'en fonction de l'angle d'interaction entre les densités, on pouvait tout à fait trouver des points critiques de liaison, et c'est ce qu'il avait présenté dans un Chemistry European Journal en 2003. Donc vous voyez, ce genre d'interaction topologique d'études topologiques de la densité avec la théorie AIM, avec le Laplacien, puis le potentiel électrostatique, nous permettra de traiter des problèmes complexes, des problèmes fins, et c'est donc un outil très intéressant en théorie pour étudier la réactivité et les propriétés électroniques des composés. Sur ce, l'épisode est terminé. Il était court, j'espère qu'il vous a intéressé. N'hésitez pas à mettre des commentaires, n'hésitez pas à poser des questions. Et on se voit pour le tout dernier épisode, le prochain épisode qui sera un test et un résumé de cette série, afin de clore le chapitre. Merci beaucoup, à bientôt, au revoir.